magnétique. L'internationale situationniste. Rien n'est vrai, tout est permis. Potlatch est une revue que Guy Debord dirige de 1954 à 1957. Que propose-t-elle? Changer la vie, expérimenter des comportements, détruire la société bourgeoise, poursuivre l'action subversive. L'intention stratégique de Potlatch est de créer certaines liaisons pour constituer un mouvement nouveau qui formera en 1957 l'internationale situationniste. J'ai passé mon temps dans quelques pays de l'Europe. Et c'est au milieu du siècle, quand j'avais 19 ans, que j'ai commencé à mener une vie pleinement indépendante. Et tout de suite, je me suis trouvé comme chez moi, dans la plus malfamée des compagnies. C'était à Paris, une ville qui était alors si belle que bien des gens ont préféré y être pauvres plutôt que riches n'importe où ailleurs. Qui pourrait, à présent qu'il n'en reste rien, comprendre cela, hormis ceux qui se souviennent de cette gloire? Qui d'autre pourrait savoir les fatigues et les plaisirs que nous avons connus dans ces lieux où tout est devenu si mauvais? Il a fait un long chemin finalement, hein. C'est parti de rien, du Festival de Cannes, Jean-Michel Mention. De rien. À partir d'un film où il n'y a pas d'image. Oui. De rien, c'est beaucoup dire. Il est parti de... Enfin, de l'autre face. Je parle du choc, moi. Hein. Ah, le choc, oui. Oui. Mais il est parti d'une volonté de renversement, de trouver une autre porte de sortie, enfin une porte de sortie, tout simplement. Pour vivre, tout court, acceptable. Bon, son suicide, ça n'a pas... Je crois pas que ça n'a pas étonné les gens qui l'avaient connu, je pense. Et vous? Non, ça m'a pas étonné. Ça m'a bouleversé, parce que si brusquement ça faisait ressurgir toute une partie de ma vie, pas n'importe laquelle. La plus belle et la plus jeune. Presque. Mais non, je n'ai pas été étonné du tout. Qu'est-ce qui vous a pas étonné? C'est la radicalité? Non, c'est tout à fait dans pas dire le personnage de Guy, c'est tout à fait dans son mode de vie, le suicide, si on veut, quoi. C'est pas quelque chose d'étonnant. Et puis, semble-t-il, bon, j'en avais comme ça entendu parler aussi, il avait dit plusieurs fois qu'il se suiciderait, c'était pas vraiment une surprise, de toute façon. Je ne sais pas comment il a vraiment vécu la période après la dissolution de l'internationale situationniste. Je ne sais pas d'ailleurs si l'internationale situationniste existait avant qu'on la dissolve. Si elle avait vraiment existé après 68. Je ne sais pas, parce qu'il y a tellement de gens qui étaient situationnistes et Guy ne pouvait pas supporter ce genre de choses. Ça, c'était tout à fait contradictoire. Là, quand on l'a connu, on sent bien qu'il y a quelque chose qui pour lui est irréversible. Il ne peut pas être dans un groupe qui dépasse... pas 20 personnes, c'est déjà trop. C'est déjà trop, il faut en exclure. Il faut que ça soit effectivement le petit groupe. Alors, avec quelques centaines de situationnistes, c'était l'affolement, c'était affreux. Il fallait fuir. Et il a fui, il a eu raison. Mais lui avait des idées. Bon, Marx, on n'en parlait pas non plus, hein, quand on s'est connu. Je pense qu'il ne l'avait pas lu, moi non plus. Bon, il s'y est mis. Et je suppose, tel que je l'ai connu, que ça lui semblait un adversaire de taille. Plus intéressant que Breton, quand même, ce qui est vrai. Et que donc, il fallait dépasser Marx. Et qui s'est attelé à cette nouvelle tâche fermement. Je ne crois pas qu'il ait réussi, mais enfin... C'est un des essais les plus intéressants.
Puis bientôt, on apprendra aux enfants dans les écoles. Quelle tristesse. Au bistrot à côté, comment s'appelait-il, le Bouquet, il y avait quelques grands joueurs d'échecs, dont un monsieur qui s'appelait encore Tristan Tzara, qui tristement finissait ces jours-là. On a été l'injurié quelquefois. En tant qu'ex-dadaïste, en tant que stalinien, les deux. On ne s'aimait pas. Ils nous haïssaient. Mais on était assez haïssables pour des gens comme ça. Ça nous faisait plaisir. Isidore Izou, comment est-ce que le jeune Guy Debord a regardé votre film? Non, mais je veux pas parler de lui. Bon, mais je veux dire, vous savez, avec Debord, si vous voulez prononcer son nom, disons le promoteur de l'international situationniste, en réalité, on n'était pas d'accord. Je me fâchais très vite à l'époque avec les gens. Et puis, lui, il a trouvé qu'il y a la situation. Moi, j'ai écrit un article très grand de 100 et quelques pages qui était avant 68, quand Debord, le promoteur de l'international situationniste, exprimait ses premières idées sur la situation. Alors j'ai montré que la situation dans la vie est une situation dramatique, théâtrale, et qu'elle existe depuis les antiques, depuis les situations, et que finalement c'était tellement banalisé. Alors il a en principe renoncé à la situation, il a écrit Société de spectacle et tout ça, et moi je le considérais toujours comme quelqu'un de réactionnaire, parce que sur le plan il pensait faire de la politique, mais en réalité il est revenu en arrière vers le marxisme, vers la révolution prolétarienne, alors que j'avais une autre idée là-dessus. Il est banal de remarquer que, même dans les périodes agitées par de grands changements, les esprits les plus novateurs se défont difficilement de beaucoup de conceptions antérieures devenues incohérentes, et en conservent au moins quelques-unes, parce qu'il serait impossible de repousser globalement comme fausses et sans valeur des affirmations universellement admises. Vous êtes prêt? Moyennement. Ralph Rumney, comment est-ce que vous entrez en contact avec les situationnistes? Longue histoire anecdotique. Je vous ai déjà dit que je voulais pas vous raconter des anecdotes, et pourtant, celui-là, oui. J'étais très jeune, fils de pasteur anglais, échappé de la maison et du service militaire, car j'étais objecteur de conscience. Et comme les Anglais souhaitaient me mettre en prison pour refus d'obéissance, comme disait Giono,
j'ai trouvé que c'était plus intéressant de venir vivre à Paris, même en clochard, ce que j'ai commencé à faire. Bon, à l'époque, la pauvreté était partout, même à Saint-Germain-des-Prés, ce qui n'est plus le cas. Je me suis trouvé rue du Four. J'ai rencontré les lettristes, car les situationnistes n'étaient qu'un mirage à l'horizon. Et on avait des sortes de contacts. Ensuite, je suis allé en Italie où j'ai poursuivi une sorte de vague activité d'artiste avec un succès extrêmement incertain. Mais j'ai quand même connu Bay, Enrico Bay, qui était en contact avec Asger Jorn. Et Asger était en contact avec les lettristes, l'international lettriste. Et donc, il m'a dit, et il leur a dit qu'ils seraient mon contact. Entre-temps, ma vie a un peu changé. J'avais fait une exposition à Londres qui a eu beaucoup de succès. Tout ça, c'est dans le circuit de 2 ou 3 ans, vous comprenez. Donc, subitement, j'avais un appartement à Venise, j'avais une voiture, j'étais probablement, à ce moment-là, le plus riche des études. Et donc, on s'est donné rendez-vous à Cosio da Rocha, où j'ai retrouvé des gens de Paris. Et on a passé, je pense 1 semaine, 8 jours, mais quoi que racontent certaines personnes, non pas dans des orgies, certes dans des beuveries, car on était tous des ivrognes sérieux, mais dans un grand travail qui a donné lieu à la parution du premier numéro de l'IS. Il faut dire que la chose était préparée un peu par Guy Debord, qui s'est présenté avec un petit tract rouge, de couverture rouge, sur la création des situations ou quelque chose comme ça. Vous vous souvenez, vous? Non. Parce que moi, j'ai la mémoire qui flanche, mais qui était le document de base de ce symposium coupé. Rédaction de nuit. Le tract « Construisez vous-même une petite situation sans avenir » est actuellement apposé sur les murs de Paris, principalement dans les lieux psychogéographiquement favorables. Ceux de nos correspondants qui auront pris plaisir à coller ce tract peuvent en réclamer d'autres à la rédaction de Potlatch. Donc il y a eu 3 grands moments, Ralph Rubney. Il y a l'International lettriste, 4 numéros, Potlatch, 29 numéros et 27 bulletins. Il y a un numéro qui est triple. Et ensuite l'International situationniste. Mais tout ça, comprenez-vous,
j'étais pas tellement au courant de tout ça. Il y avait d'abord les lettristes, ou Isou, que j'ai jamais connu, mais que je crois Foualier, avait quand même le charisme et l'intelligence de créer quelque chose dans l'immédiat après-guerre parmi les jeunes à Saint-Germain-des-Prés qui étaient plus intelligents que ce qu'on appelait l'existentialisme, le tabou, le Boris Vian et tout ça. Il faut penser que à l'époque, Saint-Germain-des-Prés était fréquenté par Sartre, par Tzara, par des gens comme ça qui avaient leur table, soit au de Magot, soit au Flore. Nous, on n'avait pas les sous pour y aller souvent. Nous, on avait trouvé un bistrot des pauvres, ce que vous trouvez plus dans le coin, qui était chez Moineau, où on restait, on mangeait des choses absolument dégueulasses, d'ailleurs, des pâtes de la mère Moineau étaient vraiment trop cuites et pas bon, mais enfin, c'était quelque chose. Et bien qu'elle ne faisait pas crédit, il y avait toujours quelqu'un qui te passait 2 francs pour bouffer, ou d'ailleurs tu pouvais les truander dans la rue assez facilement. On pouvait même les demander à Tzara des fois. Vous voyez, c'était une situation curieuse. Mais vite arrivait décision, mais j'étais pas concerné dans tout ça, j'étais vraiment à l'extérieur. Mais la première scission était la création de l'Internationale lettriste, que je sache. Et c'était Guy Debord, Waldman, Lemaître, Jean-Claude Gilbert, je crois, et quelques autres, Michel Bernstein sans doute, bien que je suis même pas certain que j'étais peut-être trop jeune. Puis, ils ont créé Potlatch. Bon, Potlatch était ce que son nom l'indique, c'était un cadeau gratuit qui demandait un contre-cadeau en principe qu'il n'a jamais reçu. Le principe étant une chose chez les Kwakiutl, qui sont des Indiens du nord du Canada, qui faisaient des fêtes où ils détruisaient leurs biens ou les offraient. Enfin, c'était une sorte de duel de destruction. En fin de compte, qui pouvait se ruiner le plus était le vainqueur. Il paraît, vous me dites que je suis mentionné, je crois que c'est dans un des derniers numéros de Potlatch, vaguement c'est juste avant ou juste après la fondation de l'IS, quand Potlatch existait toujours. Je me souviens plus ce qu'on disait de moi. Sans doute rien de mal à cette époque-là, mais je sais pas, c'était un tract Potlatch qui, à l'époque, circulait de façon très restreinte. C'était tapé à la machine par Michel Bernstein et distribué tant qu'il pouvait.
Et ça n'avait... C'est devenu maintenant important. À l'époque, c'était un bulletin interne, pratiquement. Potlatch, 29 mai 1954, 2. Mode d'emploi de Potlatch. Nous rappeler à votre bon souvenir ne présente pas d'intérêt. Mais il s'agit de pouvoirs concrets. Quelques centaines de personnes déterminent au petit bonheur la pensée de l'époque. Nous pouvons disposer d'eux, qu'ils le sachent ou non. Potlatch, envoyé à des gens bien répartis dans le monde, nous permet de troubler le circuit où et quand nous le voulons. Quelques lecteurs ont été choisis arbitrairement. Vous avez tout de même une chance d'en être. La rédaction. Potlatch, 29 juin 1954, 2. Sans commune mesure. Les plus beaux jeux de l'intelligence ne nous sont rien. L'économie politique, l'amour et l'urbanisme sont des moyens qu'il nous faut commander pour la résolution d'un problème qui est avant tout d'ordre éthique. Rien ne peut dispenser la vie d'être absolument passionnante. Nous savons comment faire. Malgré l'hostilité et les trucages du monde, les participants d'une aventure à tous égards redoutable se rassemblent sans indulgence. Nous considérons généralement qu'en dehors de cette participation, il n'y a pas de manière honorable de vivre. Pour l'Internationale lettriste, Henri de Béarn, André Fang Connor, Mohamed Daou, Guy Ernest Debord, Jacques Filon, Patrick Staram, Gilles J. Volman. Ralph Rumney, quand vous rencontrez Guy Debord et les situationnistes, quand même vous vous posez des questions. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils veulent? Où veulent-ils aller? Et aujourd'hui, comment est-ce que vous regardez, par exemple, le travail de l'IS? Bon, attendez, je vais déjà allumer une cigarette. La question n'était pas d'où on voulait aller, du tout. D'ailleurs, il suffit de lire les textes. On n'a jamais proposé un programme. C'était un refus, une aliénation, si on veut, mais un refus total et d'une totalité. Et je crois que c'est presque unique, si on accepte les nihilistes éventuellement, mais on n'était pas nihiliste, on était utopique quand même. On croyait qu'à travers la culture ou un changement de la culture, on pouvait briser la moule, changer quelque chose, créer une variation. On croyait par exemple qu'on pouvait vivre dans la cité autrement, que la cité était structurée pour la vie. Et donc on a inventé la dérive, par exemple, qui est une autre façon de s'y promener, de s'y comporter, de faire. On a inventé, on n'a rien inventé parce que toutes ces choses existaient déjà depuis longtemps. Mais le détournement, l'idée qu'une chose n'était pas forcément, pour prendre des termes actuels, le signifiant et le signifié n'étaient pas forcément correspondants. Et donc on a détourné les choses. Je me souviens, d'ailleurs, je ne sais pas qui a inventé ce slogan, mais à l'époque il y avait Mendès France, qui était très emporté contre l'alcool, qui était quelque chose qu'on aimait beaucoup, et qui faisait mettre des affiches partout à Paris en disant « l'alcool tue lentement ».
Et on prenait des feutres, enfin c'était pas des feutres parce que ça n'existait pas à l'époque, mais et on marquait dessus, on n'est pas pressé, voilà. Ici Jean Rabault qui vous parle de Genève. À 3 heures, tandis que la séance plénière s'ouvrait sur un discours du délégué philippin relatif à la Corée, on apprenait la chute du réduit central de Dien Bien Phu. 20 minutes avant, le porte-parole de la délégation russe avait rejeté sur la France la responsabilité du fait que la trêve en faveur des blessés n'avait pas pu être discutée jusqu'ici. Savait-il, comme l'indique la délégation française, savait-il au moment où il parlait que cette querelle sur la trêve des blessés était désormais sans objet? Toujours est-il qu'il a fait comme s'il ignorait la nouvelle. 1 heure après, en tout cas, M. Molotov annonçait, en sa qualité de président du jour, que la discussion sur l'Indochine pourrait peut-être s'ouvrir demain. Nous saurons dans la soirée si ce peut-être est une certitude, car M. Bidault confère en ce moment à ce sujet avec M. Iden et Bedell-Smith. Croyez-moi, on a beau être à Genève, remuer certaines choses fait mal. Ici Genève. Les accords d'armistice mettant fin aux hostilités au Vietnam et au Laos ont été signés à 4h-10 ce matin au Palais des Nations par le général Delteil, mandaté par le général Ely, commandant en chef en Indochine, et par M. Ta Quang Bu, vice-ministre de la Défense du Viet Minh, mandaté par le général Giap, commandant en chef des forces du Viet Minh. Ces accords entrent immédiatement en vigueur. Voici l'une des arrivées les plus émouvantes, celle des délégués du Vietnam. Nothing to say? On French, nothing to say? No. Really not? No. Before leaving Geneva to Switzerland, perhaps? Non, je n'ai rien à déclarer. Merci. Si ce n'est ma tristesse et ma douleur. Attention, France! Monsieur le Président. La raison et la paix l'ont emporté. Après des journées et des nuits de dures négociations, chargées tantôt d'anxiété et tantôt d'espoir, le cessez-le-feu a été signé. J'en exposerai demain le contenu à l'Assemblée nationale. Dès maintenant, vous en connaissez les clauses essentielles. Il en est qui sont cruelles. Mais nous devons à nos soldats qui ont tenu là-bas, dans des situations souvent tragiques, d'avoir conclu à des conditions qui permettront à la France de continuer dans la paix à jouer son rôle en Extrême-Orient. En mon âme et conscience, j'ai la certitude que ces conditions sont les meilleures que nous pouvions espérer dans l'état présent des choses. Je n'ai pas besoin d'exprimer les sentiments que j'éprouve, car ce sont les vôtres. Potlatch numéro 4, 13 juillet 1954. Le droit de réponse. Tout le monde sait que l'extrême droite française s'apprête à une épreuve de force. Les provocations du 14 juillet 1953 en témoignent, aussi bien que les émeutes qui ont suivi la reddition du général Castries à Dien Bien Phu. Ces émeutes étaient organisées par des groupes de choc, ostensiblement soutenus par la police, groupes formés d'anciens d'Indochine, France Observateur du 25 juin dernier, ou des éléments les plus inintelligents de la jeunesse étudiante. Chaque semaine, des vendeurs de la presse de gauche sont pris à partie par des voyous bien décidés à se faire la main. À toute violence, il faut riposter par une violence plus grande. Il existe heureusement en France depuis quelques années une minorité combative d'une conscience révolutionnaire avancée. Les travailleurs nord-africains sont particulièrement nombreux à Paris et dans les villes du Nord ou de l'Est. Un sincère effort de propagande parmi eux est extrêmement payant. Les avantages de cette alliance sont aussi nombreux qu'apparents. Leur technique de la bagarre de rue est égale ou supérieure à celle des formations paramilitaires les plus entraînées.
Des permanences se sont constituées d'elles-mêmes dans de nombreux quartiers où les cafés algériens sont emplis de chômeurs. Enfin, entre tous les Nord-Africains de Paris, l'accord s'est fait sur quelques sujets. Ils sont prêts à taillader toute espèce de fasciste, quelle qu'en soit l'étiquette. Malgré le secours de la police, il est très facile d'expulser de la voie publique certaines canailles. La rédaction. Il y a très souvent la formule « nous sommes décidés à faire une révolution » revient. Oui. Ça, c'est la source, je crois, de beaucoup de malentendus. Une révolution, en ce qui me concerne, je souhaiterais une révolution. Je le souhaite toujours. Je souhaiterais changer le monde. Tout mon œuvre tend à mon intention d'essayer de changer le monde. D'ailleurs, j'ai dit au début de cet entretien que si je suis venu en France, c'était pour éviter de faire mon service militaire. Je suis objecteur de conscience. Jamais ça me viendrait à l'esprit de tuer ou d'utiliser de la violence envers quelqu'un d'autre. Mais je suis, je prétends être un artiste, c'est-à-dire un poète. Et les deux mots ont le même sens. L'un est grec, l'autre latin. Poète vient de poésis, ça veut dire à ses origines quelqu'un qui fait. Artiste, artisan, ça veut dire évidemment la même chose. Et j'essaye de faire des choses à l'intérieur de ma société qui la bougent. Il y a quand même, en dépit de cette volonté de révolution, un appel au dérèglement. Le situationniste est quelqu'un qui dérègle. Ah oui, bien sûr, mais c'est exactement ce que je viens de vous dire. Toutes mes activités de toute ma vie ont été, j'espère, perturbateurs de l'ordre établi. D'ailleurs, comment dire, excusez-moi, je pense lentement, mais qui va piano. Toute mon intention a toujours été de troubler, ne serait-ce que par des petites choses. Par exemple, quand je reçois une facture que je dois payer par chèque, et qu'il ait été écrit ne pas agrafer, j'agrafe immédiatement pour les emmerder. Je crois beaucoup que les petits grains de sable dans la machine sont beaucoup plus utiles que les tueries en Bosnie. Ici Pasteur. Je pensais vous parler ce soir de Funtoub, où je me suis rendu ce matin. Et j'en profite pour vous préciser que dans ce secteur, tout était alors fort calme. Mais malheureusement, l'actualité me contraint à vous parler ce soir de Pasteur, ce petit village situé à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Batna. Ici donc Pasteur. Nous sommes actuellement dans la modeste salle à manger de M. Godin, et Gilbert Torres a posé son magnétophone sur une table à côté de revolvers et de fusils de chasse. Les Fenagas ont démonté les portes avec des grands blocs et ensuite mitraillé la maison. À ce moment-là, tous les gardiens de nuit que j'avais placés à l'heure exacte, vers les 6 heures du soir, autour du village, ont maintenu les Fenagas qui se pénétraient dans le village, dans tous les endroits. À ce moment-là, quand Vaison est arrivé à sa maison, a fermé les portes. Il a voulu contourner une rue pour revenir se réfugier chez moi.
À ce moment-là, il a été attaqué par les Félagas, dont le garde champêtre Bouakaz Ahmed, ancien militaire, croix de guerre, médaille militaire, a trouvé la mort dans notre centre. À côté de nous, l'arme sur l'épaule, se trouve également le garde champêtre du Douar qui a combattu aux côtés d'Ahmed Bouakras. Et ce soir, si il nous arrive encore, on se défend comme hier. Et si ce soir ils arrivent encore, nous nous défendrons comme hier. C'est sur ces mots que je voudrais terminer ce bref reportage qui prouve une fois de plus que la population musulmane ne peut considérer comme des frères ces incroyants qui violent délibérément le code de l'honneur. Potelage 17, 24 février 1955. Les Félagas partout. Il y a quelques jours, la presse révélait que sur le corps d'un chef terroriste abattu dans l'Aurès, on avait trouvé 2 mandats envoyés de France d'une valeur totale de 1 million. La semaine dernière, 2 ouvriers originaires de Batna devaient quitter l'usine parisienne qui les employait, après qu'on les eût accusés de financer les rebelles en campagne par des mandats qu'ils expédiaient dans leur pays. Quand on sait que presque tous les Algériens qui travaillent en France font vivre sur leur salaire les familles qu'ils laissent en Algérie, en réalité c'est pour cela qu'ils ont dû venir en France, on se rend compte de l'utilité d'une telle provocation, applicable en tout lieu contre les éléments suspects à la direction. Nos camarades algériens devront signaler autour d'eux cette manœuvre, dont la surprise paraît être la principale condition de succès. Les situationnistes avaient le sens de la hiérarchie militaire. Non, pour qu'il y ait des exclusions reconfirmées, il faut quand même des réunions, des décisions à prendre, un vote. Que je sache, non. Il n'y avait aucune hiérarchie. Enfin, si. Il y avait une hiérarchie un peu réelle, c'est-à-dire que Guy était évidemment le maître théoricien, mais il prétendait et il faisait tout pour que les quelques membres, parce que ça aussi c'est une chose qu'il faut dire, ils étaient jamais plus à la fois qu'une douzaine environ, étaient égales. La seule chose, c'est un peu Orwell, c'était que quand même Guy était un peu plus égal que les autres. Ça, c'est... Mais c'est très difficile à expliquer. Guy souhaitait trouver des égaux. Mais c'est lui qui devait décider qui était égal à lui. Et dès que certaines personnes, dès l'origine, dès les pré-origines, dès l'international lettriste, dès que quelqu'un manifestait une capacité intellectuelle ou d'analyse ou d'activité comparable au sien, bon, il lui laissait faire un peu, et puis crac, c'est une des choses les plus ambiguës de Guy, et j'hésite de le dire, j'ai presque envie de le rétracter, car je sais pas, Guy était certes pour un autodidacte quelqu'un de lumineux, d'extraordinaire. D'ailleurs, ses écrits le prouvent. C'était aussi un paresseux, il s'en vante. C'était aussi un ivrogne, il s'en vante aussi. Mais ce qu'il a fait est indéniable.
Mais il a fait autour de lui, avec ses amis, une catastrophe. Car il est devenu de plus en plus, d'ailleurs, comme une de ces crabes qui habitent dans la carapace comment ça s'appelle ces choses-là, ces bestioles, hermit crab en anglais, je sais pas. Bon, c'est dur, il rentrait de plus en plus chez lui-même, dans sa vie intellectuelle intérieure, et sa vie intellectuelle devenait de plus en plus intérieure plutôt qu'extérieure. Cela dit, et comme avait dit Freud d'ailleurs, on n'est pas forcément paranoïaque sans raison. Des fois, on est persécuté aussi. Et Guy était persécuté. Ceux qui s'étaient assemblés là paraissaient avoir pris pour seul principe d'action d'entrer de jeu et publiquement le secret que le vieux de la montagne ne transmit, dit-on, qu'à son heure dernière, aux plus fidèles lieutenants. C'était pas parmi eux, et je pense qu'ils avaient raison. Et dans le passé, si quelqu'un éveillait leur sympathie, c'était Arthur Cravant, déserteur de 17 nations, ou peut-être aussi Lassenaire, bandit lettré. Tout ce silence autour des situationnistes, est-ce qu'il y a eu un mot d'ordre à un moment donné de la part de Guy Debord pour qu'il n'y ait pas de commentaires, pas de paroles? Mais quel silence! Il y a une pluie de livres, on ne parle que de nous. Le livre, vous le savez bien, est silencieux. Je crois pas, je comprends pas le sens exact de vos questions. Qu'est-ce que je peux dire? C'est que peut-être que je suis bavard ou comme tous les vieux ivrognes, j'ai plaisir à trouver de la bonne compagnie, mais on a tout dit, tout ce qu'il y avait à dire, et épiloguer là-dessus est futile, d'ailleurs contre-productif en plus, car dès qu'on commence à faire des gloses sur quelque chose, on le complique. Regardez le Bible ou le Coran, dès qu'on fait des notes dans les marges, ça devient des horreurs. Et malheureusement, les situationnistes ont présenté peut-être la théorie ou l'analyse le plus pertinent de notre société actuelle et les moyens de le contredire, et on se trouve accusé d'être responsable des brigades rouges, d'action directe, des brigaderos, etc. Si on lit les textes et non pas les gloses, c'est évidemment aberrant. Mais
D'ailleurs, grande partie de ça, et Debord avait raison d'être parano, car c'était manipulation des renseignements généraux, ou l'ASDEC, ou parce que ces gens n'étant pas très intelligents, se méfient des gens intelligents. Et on a toujours dit, d'ailleurs l'un des premiers slogans il y a très longtemps, c'est qu'on est plus beau que vous, on l'était d'ailleurs, on l'est toujours, mais on était aussi plus intelligents. Concept de l'aliénation, Henri Lefebvre, c'est quelque chose de plus concret que de parler d'oppression ou de contrainte. L'idée qu'on est arraché à soi-même et empêché de se réaliser. Et de la même façon, il y a une aliénation urbanistique. Le désert des banlieues, la séparation, la ségrégation, la dislocation de la société dans les périphéries urbaines. C'est en effet un phénomène absolument caractéristique de notre époque. Et là encore, l'analyse de l'aliénation, ou l'analyse inspirée du concept d'aliénation, et la conscience qui incorpore ce concept, qui l'incarne dans la situation enfin révélée à elle-même, tout cela était un énorme processus de prise de conscience, et quelque chose de plus qu'une prise de conscience, quelque chose comme à la fois une délivrance et un pas en avant vers une réalité nouvelle. Construction de taudis. Dans le cadre des campagnes de politique sociale de ces dernières années, la construction de taudis pour parer à la crise du logement se poursuit fébrilement. On ne peut qu'admirer l'ingéniosité de nos ministres et de nos architectes urbanistes. Pour éviter toute rupture d'harmonie, ils ont mis au point quelques taudis-types, dont les plans servent aux 4 coins de France. Le ciment armé est leur matériau préféré. Ce matériau se prétend aux formes les plus souples, on ne l'emploie que pour faire des maisons carrées. La plus belle réussite du genre semble être la cité radieuse du génial Corbusier, encore que des réalisations du brillant Perret lui disputent la palme. Dans leurs œuvres, un style se développe qui fixe les normes de la pensée et de la civilisation occidentale du XXe siècle et demi. C'est le style caserne, et la maison 1950 est une boîte. Le décor détermine les gestes. Nous construirons des maisons passionnantes. André Franck, Connor, Potlatch numéro 3, 6 juillet 1954. Constant, nous sommes à Amsterdam, chez vous, et je vais vous demander comment vous êtes entré en contact avec les situationnistes et avec Guy Debord. À quelle époque? Avant de rencontrer Guy Debord, j'ai connu Gilles Volman. Et c'est au moment où j'étais pour quelque temps résident à la ville de Alba, au Piémont, en Italie. Là, Gilles Volman, j'ai rencontré au congrès pour un Bauhaus imaginiste organisé par, entre autres, Askejohn, Galizio, Simondo. Et là, à la suite de cette conférence, je me suis décidé de me établir pour quelque temps à Alba, qui me plaisait, et tandis que j'habitais pour quelque temps là, dans cette petite ville, Debord m'a rendu visite. C'était la première fois que je l'ai vu. Il est resté quelques jours avec nous à Alba. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit? Comment se passe la rencontre? Très bien. C'était un jeune homme, plus jeune que moi, je crois, qui était
Gentil. Il venait de Cannes, où habitait sa mère. C'est pas loin d'Alba. Alors, il est venu me voir. Il a entendu parler. On s'est bien amusé avec les quelques artistes qu'il fait faire à Alba. J'en ai encore des photos. Alors, qu'est-ce qui se passe? Déjà, l'idée du boss imaginiste, c'est un concept de Jorn. Oui, je pense, oui. C'est Jorn qui m'a invité pour venir à ça. Et c'était un congrès qui a duré plusieurs jours. Et j'ai fait un petit discours aussi là-bas sur le thème de l'architecture. Demain, la poésie logera la vie. Et ça a été bien reçu. Et j'avais déjà reçu avant de connaître le situationnisme n'existait pas encore, parce que l'international situationniste a été fondé plus tard à Cosio de Rossia. C'était des lettristes encore à ce moment, de Boris Bollmann. Et ils m'avaient déjà envoyé pendant quelque temps, pendant une année, une petite revue photocopiée, non, polycopiée, c'était dans ce temps-là, qui s'appelait Potlatch. Et ce qui me plaisait dedans, c'était leur critique de l'architecture fonctionnaliste, surtout du Corbusier, contre le festival de Marseille et tout ça. Ça me plaisait parce que j'étais aussi contre les fonctionnalistes. Par exemple, en Potlatch, on parlait de terrains vagues, de dérives, de psychogéographie, de choses pareilles. Le mot urbanisme unitaire, c'est un mot typiquement situationniste, je crois. On ne parlait pas encore avec ce terme. Ça veut dire quoi, ça, l'urbanisme unitaire? C'est une conception plutôt d'une mode de vie que du mode de construction. Une mode de vie qui comprend tout, c'est-à-dire l'ambiance de vie, mais aussi y compris les constructions qui contiennent la vie. Les constructions habitables ou traversables. Le logis, cet objet de consommation innombrable et universel, défaillant presque partout dans le monde entier, mérite d'être considéré comme un prolongement des services publics, c'est-à-dire comme ayant le droit de faire appel à tous les bienfaits des entreprises communes. Les gratte-ciel par la racine. Le protestant modulor, le Corbusier Sing Sing, le barbouilleur de croûte néo-cubiste fait fonctionner la machine à habiter pour la plus grande gloire du Dieu qui a fait à son image les charognes et les Corbusiers. Potlatch numéro 5, 20 juillet 1954. Potlatch, 30 novembre 1954, 14. La ligne générale. L'international lettriste se propose d'établir une structure passionnante de la vie. Nous expérimentons des comportements, des formes de décoration, d'architecture, d'urbanisme et de communication propres à provoquer des situations attirantes. Alors vous êtes très présent, Constant, dans le numéro 3 de l'IS. Oui, c'est un numéro... Vous écrivez des textes. Oui, beaucoup de textes. Au premier numéro, je n'ai pas assisté du tout, mais il fait là-dedans un texte nommé Gilles Yvain, qui est apparemment russe, mais que je n'ai jamais rencontré, que je ne connaissais pas, mais qui m'a beaucoup plu, où il décrit les diverses ambiances dans une ville imaginaire, qui le fait penser. C'était un peu surréaliste peut-être, pas très réel ou réalisable, mais ça m'a beaucoup plu par la façon dont il rêvait d'une ambiance autre de notre environnement. Et la ville utopique appelée New Babylon, comment vous est venue cette idée? New Babylon, c'est beaucoup plus tard, ce mot n'était pas encore... Mais on a commencé par discuter un peu sur l'urbanisme unitaire.
Et c'est une idée qui existait déjà chez Debord et quelques autres, et Wollmann aussi, et peut-être quelques autres que je n'ai pas connus. Vous voulez dire quoi, Debord? Pour lui, c'était plutôt un terme, disons, philosophique, ou psychologique, ou littéraire. Mais moi, je suis artiste peintre et sculpteur aussi dans ce temps-là, surtout sculpteur dans ce temps-là. Et j'étais tout de suite incliné de visualiser cette idée. J'ai tout de suite commandé à faire des petites maquettes, et plus grand plus tard. Et quand Debord m'a rendu visite à Amsterdam, chez moi, j'avais déjà écrit quelques notes, pour être exact, c'était 9 points que j'avais mis sur papier pour définir cette idée d'un urbanisme unitaire. Et Debord y a ajouté 2 points sur l'international situationniste. Si je me rappelle bien, c'était le premier et le dernier, de sorte qu'il reste 11 points qu'on a nommé depuis la déclaration d'Amsterdam, parce que c'est fait à Amsterdam chez moi. Et on a signé tous les deux. Déjà dans le numéro 3, Constant, il y a une reproduction là d'Amsterdam, une zone expérimentale pour la dérive. Oui. Le centre d'Amsterdam qui sera systématiquement exploré par des équipes situationnistes en avril-mai 1960. Oui. Mais pour explorer quoi? Non, c'était en relation avec une exposition qu'on a fait projeter pour le musée municipal d'Amsterdam, avec le consentement de M. Sandberg, le directeur, mais qui a été annulé par ce même directeur plus tard. C'est aussi décrit dans ce numéro. Que voulait dire à l'époque une dérive dans Amsterdam? Une dérive, vous connaissez le mot. Dérive, c'est il y a même une définition, quelque part, de définition situationniste. Mais dérive, c'est une façon de se laisser aller. C'était une définition psychogéographique, selon l'expression de Debord même. C'est une façon de se faire aller dans une ville sur ses inclinations subconscientes, sans but quelconque. Mais c'est peut-être mieux de chercher la définition. Ici, dérive, ça va être... Psychogéographie dérive, mode de comportement expérimental lié aux conditions de la société urbaine, technique du passage actif à travers des ambiances variées. Se dit aussi plus particulièrement pour décider la durée d'un exercice continu de cette expérience. Alors, c'est plus philosophique, moi je l'exprime plus banal, mais... Il y a aussi la définition de urbanisme unitaire, théorie de l'emploi d'ensemble des arts et techniques concourant à la construction intégrale d'un milieu en liaison dynamique avec des expériences de comportement. Toutes ces définitions et tous ces comportements étaient très présents à l'époque, parmi vous? Non, ils n'étaient pas très communs. C'était plutôt philosophiquement que ça existait, parce que les expériences étaient sinon rares, même pour moi, non existantes. Je n'ai jamais assisté à une dérive. Vous êtes promené avec Debord? Oui, on s'est promené à Amsterdam et à Paris beaucoup, mais appeler ça dérive, je pourrais plutôt une promenade. Non, c'était plutôt en groupe. Les dérives devraient se faire en groupe. Oui, c'était projeté. Debord était même, il voulait même être accompagné par ce qu'on appelle aujourd'hui ces appareils, non, de communication. Maintenant, on a des téléphones portatifs, alors c'est déjà daté ça. Mais il fait le walkie-talkie en anglais, oui. Il fait, comme ça pour être un rapport avec d'autres groupes qui erraient ailleurs dans la ville. Oui, il a décrit ça comme ça, d'ailleurs.
C'était le labyrinthe le mieux fait pour retenir les voyageurs. Ceux qui s'y arrêtèrent 2 jours n'en repartirent plus, du moins pas tant qu'il exista. Mais la plupart y ont vu venir d'abord la fin de leurs années peu nombreuses. Personne ne quittait ces quelques rues et ces quelques tables où le point culminant du temps avait été découvert. Considérant les grandes forces de l'habitude et de la loi qui pesaient sans cesse sur nous pour nous disperser, personne n'était sûr d'être encore là quand finirait la semaine. Et là était tout ce que nous aimerions jamais. Le temps brûlait plus fort qu'ailleurs et manquerait. On sentait trembler la terre. Je vais vous lire, Constant, quelques lignes d'Anselme Japp à propos de Guy Debord. Il dit ceci: l'IS publie quelques monographies sur ces artistes et accepte d'organiser au musée communal d'Amsterdam un labyrinthe adapté à la dérive. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oui, ça a été publié aussi dans l'IS. C'est une exposition qu'on a fait proposer au musée d'Amsterdam. Et les architectes hollandais ont même fait un plan avec toutes sortes d'espaces. Espaces où on pouvait traverser, ou même très bas, très haut, différents espaces dedans. Alors des équipes de situationnistes parcouraient la ville d'Amsterdam avec des walkie-talkies pour illustrer l'idée d'un espace social en mouvement. En mouvement, oui. Le général de Gaulle qui s'avance, il est découvert, il vient de faire son fameux signe des 2 bras, il attend que la foule se calme, il demande le silence, il paraît très ému, le chef du gouvernement français. Entendez la foule qui l'acclame: de Gaulle, de Gaulle. Le général s'est croisé les mains sur la poitrine, il attend maintenant que le silence se fasse, ce silence arrive, il se fait. Eh oui, mais encore on pousse des cris. Et voici le général de Gaulle qui parle. Je vous ai compris. Je sais ce qui s'est passé ici. Je vois ce que vous avez voulu faire. Je vois que la route que vous avez ouverte en Algérie, c'est celle de la rénovation et de la fraternité. Et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, la France considère que dans toute l'Algérie, il n'y a qu'une seule catégorie d'habitants. Il n'y a que des Français à part entière. Des Français à part entière, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Une guerre civile en France. Où en sommes-nous? Les organisations ouvrières ici sont intactes. Une partie du peuple est alertée. L'armée algérienne combat toujours. Pour continuer à régner à Alger, les colons qui commandaient déjà au gouvernement de Paris avant de les désigner officiellement
sont obligés maintenant de régner sans opposition en France. Leur but reste l'intensification de l'effort de guerre de toute la France à leur profit. Et ceci nécessite à présent la liquidation de la démocratie dans ce pays, le triomphe d'une autorité fasciste. Les forces démocratiques en France, si elles peuvent encore inverser le courant, seront obligées d'aller jusqu'au bout de leur attitude. La liquidation du pouvoir des colons sur l'Algérie et sur la France, c'est-à-dire la République algérienne du FLN. Un choc violent est donc inévitable à brève échéance. Les lâches illusions sur le rôle personnel du général-président, les obstacles apportés à l'unité d'action, une nouvelle hésitation au moment d'engager la lutte, pourront affaiblir davantage et même livrer le peuple, mais non retarder le dénouement. International situationniste, le 8 juin 1958. Comment était-ce le fait de passer une journée avec Debord et la bande? De bande, il n'y avait pas de bande, mais j'ai connu très bien Debord dans ce temps-là, individuellement. Nous étions amis, on a beaucoup discuté et beaucoup parlé. Ça a duré 1 année et demie environ, je pense. Après 1 année et demie, nous nous sommes écartés assez brusquement à la suite d'une exposition au musée d'Amsterdam, contre laquelle j'étais contre, une exposition de peinture, et je ne l'ai plus vu depuis, plus du tout. Et qu'est-ce qu'il vous reprochait? Il me reprochait rien, c'est moi qui lui reprochais d'avoir écrit une préface pour une exposition de peinture au musée d'Amsterdam. Et alors, j'ai quitté l'international situationniste après ça. J'ai seulement participé au numéro 2, 3 et 4. Dans le numéro 5 est annoncé mon congé, hein, que j'ai pris congé. Constant a choisi de quitter l'IS. Catania, là. À Londres, je ne suis plus allé à Londres. C'était déjà fini. Alors, renseignement situationniste. Constant a choisi de quitter l'IS. Constant, c'est maintenant qu'il a juste raison d'énoncer leur conduite. Mais c'est pas la conduite de Galizio et son fils, mais la note qui a été exclue. Mais c'était parce que Debord a favorisé leur exposition au musée d'Amsterdam et même écrit dans le journal du musée une introduction, un article. Alors c'est pas juste, je n'ai pas dénoncé leur conduite, mais la conduite de Debord même. Ne s'est pas satisfait de cette rupture et déplorait d'autre part que nous ayons dû recourir à la même mesure quelques mois auparavant contre des architectes. Ça n'a rien à faire parce que je n'ai pas du tout déploré. C'était 2 architectes hollandais qui faisaient part de la section hollandaise. Et ils ont fait ensemble un bureau d'architecture, hein, et qui gagnait très peu. Ils étaient heureux d'avoir une commande pour une église dans Volendam. C'est une ville pittoresque. L'un des architectes était habitant de Volendam. Alors ils ont eu... Mais c'était complètement à mon insu. Je ne savais pas ce que ce bureau d'architectes ont jamais fait. Mais il est paru une petite photo d'une maquette. Et Debord l'a vu aussi, cette photo, et il a exclu ces 2 architectes pour avoir consenti de construire une église, avec mon plein consentiment, parce que je savais même pas, mais je suis d'accord là-dessus. Alors je n'étais pas du tout en opposition avec l'IS, alors ça c'est faux aussi. Et parce qu'ils s'étaient préoccupés en priorité et presque en exclusivité des questions de structure de certains ensembles d'urbanisme unitaire. C'est alors New Babylon. C'est le premier, parce qu'il a publié mes maquettes dans l'IS, et maintenant il me
il me reproche d'avoir fait ces maquettes. Alors que d'autres situationnistes rappelèrent qu'au stade pressant d'un tel projet, il était nécessaire de mettre l'accent sur son contenu, de jeu de création libre de la vie quotidienne. Alors, sur le contenu et pas sur la forme. Le test de Constant favorisait donc le technicien des formes architecturales par rapport à toute recherche d'une culture globale. Mais il oublie que je suis artiste plasticien, sculpteur et peintre, et que j'avais besoin de visualiser ces idées et ces thèses. Et ça, je n'ai jamais fait un secret de ça. On a ouvertement, franchement discuté ça tout le temps. Alors il prend ça comme un prétexte. Mais je ne suis toujours pas exclu. Et la simple égalité de traitement quant à la conduite minimum exigée des uns et des autres lui paraissait déjà disproportionnée en sévérité. Constant a déclaré alors dans le même mois de juin que puisqu'il était en désaccord avec la discipline de l'IS, il voulait reprendre sa liberté à cet égard pour une durée que la suite des événements déterminerait. Nous avons répondu qu'en dehors de toute idée d'hostilité ou de démérite, le sens d'armes pratiques que nous avons de longue date assuré aux ruptures enregistrées par l'IS permettait seulement de choisir immédiatement entre une démission définitive ou le renoncement à cette forme de pression. Constant a choisi de quitter l'IS. Non, ce n'est pas juste non plus, parce que j'ai simplement envoyé une lettre de rupture sans aucune discussion, et je n'ai pas choisi du tout. Je me suis décidé de quitter l'IS. Mais de toute façon... Alors, qu'est-ce que vous pensez là de ce texte de Guy Debord? C'est un texte détourné. Détourné, falsifié. Oui. Non, falsifié, c'est un détournement. Pas une falsification, parce que c'est sa façon de voir, et moi je le vois autrement. Mais il y a injustice quand même dedans, c'est vrai, parce qu'on n'a pas discuté, et je ne suis pas opposé à l'exclusion des architectes. Pourquoi il fait ça? Je sais pas. Pour avancer? Je ne sais pas pourquoi il a fait ça, parce que peut-être j'étais le premier qui n'était pas exclu, mais qui s'est exclu lui-même. Et le deuxième a été Askejohn plus tard. Nous sommes les deux quand on voit la liste des situationnistes et comment ils ont quitté l'IS. C'est seulement Askejohn et moi qui... Pourquoi est-ce qu'il quitte l'IS? Il a quitté aussi l'IS, je ne sais pas, parce que... Il n'était pas d'accord, peut-être pour des raisons politiques, mais j'ai aucune idée. C'est beaucoup plus tard. Je n'ose pas dire les raisons d'Askejohn. Pas lu les autres numéros de l'IS? Une fois votre exclusion ou votre démission, enfin c'est comme vous voudrez. Il faut avouer que très peu. Parce que d'abord, je ne les ai plus reçus. D'abord, c'est arrêté à m'envoyer les numéros. Alors c'est plutôt par hasard de temps en temps que j'ai eu l'occasion de lire un numéro. Je sais pas, mais comme vous voyez, en 1970, il a vendu les droits à cet imprimeur van Gennep à Amsterdam, qui a... Alors c'est à partir de 1970 que j'ai eu l'occasion de feuilleter plutôt, parce que je sais pas... Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de l'ensemble? Oui, je pensais que c'est tourné vers un tout autre esprit, disons moins artistique que surtout qu'il n'est plus question de l'urbanisme unitaire. On a oublié un nommé Cotani, il a dû me suivre dans un bureau qu'on avait projeté mais jamais réalisé, bureau d'urbanisme unitaire, mais je n'ai jamais remarqué aucune activité dans ce domaine. Alors c'était fini, il n'est plus question de l'urbanisme unitaire dans la suite. Et tandis que moi, à partir de ce moment où j'ai quitté l'IS, je me suis lancé complètement pendant 10 ans
dans la réalisation d'un projet urbanistique que j'ai appelé New Babylon. Alors, ça m'a occupé, ça m'a pris la plus grande partie de mon temps. Et voilà. Du chemin de la vraie vie, nous étions environnés d'une sombre mélancolie, qu'ont exprimé tant de mots railleurs et tristes dans le café de la jeunesse perdue. Pour parler clairement et sans parabole, nous sommes les pièces d'un jeu que joue le ciel. On s'amuse avec nous sur l'échiquier de l'être, et puis nous retournons un par un dans la boîte du néant. Que de fois dans les âges, ce drame sublime que nous créons sera joué en des langues inconnues devant des peuples qui ne sont pas encore. Qu'est-ce que l'écriture, la gardienne de l'histoire? Qu'est-ce que l'homme, l'esclave de la mort, un voyageur qui passe, l'hôte d'un seul lieu? Qu'est-ce que l'amitié, l'égalité des amis? Nuit magnétique. L'international situationniste. Rien n'est vrai, tout est permis. Témoins, Jean-Michel Mention, Ralph Rumney et Constant. Henri Lefebvre, Le Corbusier, Isidore Isou. Voix de Guy Debord, Archives INA, Yves Buy. Groupe de réalisation, Pascal Bénard, Éric Boisset, Claude Giovanetti, Jean Dèvre. Demain, notre société est bâtie sur le secret.